Bonjour à toutes et à tous pour ce petit cours d'introduction à Microsoft WPF, autrement dit Windows Presentation Foundation. Je vais diviser mon intervention en 5 points. Premier point, qu'est-ce que WPF, les principes de base. Alors WPF, c'est une manière de concevoir sous Microsoft des logiciels avec interface graphique. C'est-à-dire des interfaces où on peut placer des boutons à cliquer, des listes déroulantes, des images, des zones d'édition, etc., etc. Alors, peut-être savez-vous qu'il existe déjà depuis longtemps la technique des Windows Forms au niveau de la programmation Microsoft. Les Windows Forms sont assez limités en termes de possibilités et donc WPF a été créé pour, à terme, remplacer les Windows Forms. Vous allez très vite constater que les possibilités de WPF sont beaucoup plus importantes que les Windows Forms. Alors vous avez là ici quelques exemples de ce qu'on peut faire en WPF. Vous voyez que WPF gère la transparence, les effets 3D. Caractéristique forte, WPF gère aussi le redimensionnement automatique. C'est-à-dire que si l'utilisateur modifie la taille de la fenêtre du logiciel, eh bien le contenu de la fenêtre peut s'adapter automatiquement. Les contrôles graphiques présents dans une interface WPF sont vectoriels. Ça veut dire que si le composant graphique est amené à s'agrandir, notamment parce que l'utilisateur change la taille de la fenêtre, eh bien il n'y aura pas d'effet de pixelisation. Les contrôles graphiques resteront nets, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. On va le voir très vite, WPF permet d'insérer des contrôles graphiques dans d'autres contrôles graphiques. Vous voyez là ici, on a l'exemple d'un bouton à cliquer. Bouton à cliquer qui contient à la fois du texte, là ici, et à la fois une image. Par défaut, ça n'est pas possible. Par défaut, un bouton à cliquer sous Windows ne peut contenir que du texte. Et bien avec WPF, on peut faire ce genre de cascade. Un contrôle graphique contient un contrôle image et un contrôle de type texte. Donc ainsi, on pourrait faire une liste déroulante de vidéos, une liste déroulante d'images, un bouton contenant un bouton, etc., etc. Alors, deuxième point, le langage XAML. Alors en effet, il faut savoir que l'interface graphique du logiciel va être décrite par un langage de programmation qui s'appelle XAML. Donc là, en fait, on va avoir deux langages à gérer. L'interface graphique va être codée en XAML, et puis les traitements associés, c'est-à-dire les traitements qui vont se passer par derrière, vont être codés dans un autre langage, C# pour le cas de la LPRGI. Donc vous voyez, ceci permet notamment de bien différencier les deux travails du designer et du développeur. Alors en effet, les compétences mises en œuvre au niveau du design ne sont pas du tout les mêmes que celles mises en œuvre au niveau du développement. Un designer doit avoir des notions d'ergonomie, des notions de convivialité, des notions même artistiques pour créer une interface qui soit jolie. Tandis que le développeur, lui, met plutôt en pratique des compétences d'analyse, d'algorithmique. Donc là, les travaux des deux personnes sont bien différenciés, puisque l'un travaille en XAML et l'autre travaille en C#. Alors à ce niveau-là, on pourrait peut-être se dire, oui, mais c'est compliqué, parce que s'il faut coder pour fabriquer l'interface graphique, ça risque d'être fastidieux. Eh bien non. Alors vous allez le voir très vite. Sous Visual Studio, quand on crée un nouveau projet de type WPF, donc là attention, il faudra bien créer un projet de type WPF. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était les projets de type console. Là, on fait donc un nouveau type de projet WPF. Donc il faudra bien choisir ça dans Nouveau projet. Alors vous voyez que quand on crée un nouveau projet, eh bien, une fenêtre vide nous est proposée. Et là en dessous, eh bien, on a le code XAML correspondant. Donc ce code-là produit cette interface graphique là ici.
Alors vous voyez que XAML, c'est un langage à balise. Là, on a la balise window pour démarrer la définition de la fenêtre. Et puis là en bas, /window pour terminer la déclaration de la fenêtre. Là ici, alors chaque contrôle graphique possède des propriétés. Par exemple, là ici, nous avons la propriété title qui, pour le cas d'un composant window, définit le titre de la fenêtre. Et donc, ben, si je modifie le code XAML là ici, eh bien, vous voyez que ça se répercute en temps réel au niveau de l'interface. Donc, ce que je fais là, ça se répercute là. Et si je construis l'interface graphique à la souris, eh bien, le code se met en place là ici. Un exemple. Supposons que dans mon interface, je veuille insérer un bouton à cliquer. Alors, je peux taper le code là ici, mais je peux aussi le faire à la souris en faisant un glisser-déplacer. Il faut aller chercher le contrôle graphique dans la boîte à outils. On sélectionne le type de contrôle graphique qu'on veut mettre sur l'interface. Donc là ici, on suppose qu'on veut placer un bouton à cliquer. Et je fais un glisser-déposer et je relâche. Et le code correspondant eh bien, se met là ici. Donc vous voyez, balise button qui permet d'introduire un bouton à cliquer. Donc le code, soit je le bâtis en tapant du code XAML et là ici j'ai le rendu immédiat, ou soit je crée mon interface à la souris et le code se met en forme là ici. Alors je pense que vous allez très vite constater que on fait des choses beaucoup plus précises en tapant du code là ici, mais pour débuter, effectivement, on peut s'aider à l'aide du placement à la souris. Alors, un principe de base qu'on retrouvera souvent au niveau d'une interface WPF, c'est que par défaut, une interface WPF ne peut contenir qu'un seul composant graphique. C'est-à-dire, par exemple, un seul bouton, ou alors une seule liste déroulante. Ce qui, bien entendu, si on se limitait à cette limite très drastique, on ferait des interfaces graphiques très pauvres. Or, les interfaces graphiques, elles comportent plein de composants, une multitude de boutons à cliquer, des zones d'édition, etc., etc. Donc, pour parvenir au fait que notre interface graphique puisse contenir plusieurs contrôles graphiques, eh bien, dans une fenêtre, on va placer un composant là ici de type grille, introduit par la balise grid. Donc, on a bien le fait que dans une interface, on n'a qu'un seul composant grid, mais lui, ce composant grid est capable de contenir plein de composants. Alors, ce composant grid, c'est une grille. Alors, en effet, en WPF, l'interface graphique sera toujours modélisée par l'intermédiaire d'une grille. Donc, l'une des premières étapes pour construire une interface graphique en WPF, c'est de se dire, notre interface, comment vais-je pouvoir la modéliser? Par une ligne à combien de colonnes et combien de lignes? Alors cette astuce de la grille, elle est monnaie courante en informatique. C'est notamment le cas dans le domaine du web et c'est donc le cas en WPF. Donc, parlons de cette grille. Et donc, première étape, dès qu'on va bâtir une interface WPF, ça va être de définir la grille. Combien de lignes, combien de colonnes? Alors vous allez voir lors des TP que on a des balises qui se mettent en place, column definition qui permettent d'introduire le nombre de colonnes et row definition qui permettent d'introduire le nombre de lignes. Alors là vous voyez, chaque colonne est introduite par la balise column definition. Donc là, on a une interface, une grille qui contient 3 colonnes et là nous avons 3 balises row definition. Donc on a une interface qui contient 3 lignes. Donc, grille à 3 lignes et 3 colonnes. Pour les colonnes, la propriété que l'on va gérer de manière cruciale, c'est la largeur de nos colonnes. Propriété width. Alors, vous voyez que la colonne du milieu, sa largeur, elle est classique. Elle ne varie pas, on la fixe en dur à 5 cm. Par contre, la largeur des 2 colonnes de part et d'autre, la première colonne et la deuxième colonne, eh bien, vous voyez, on a mis
une valeur de largeur un peu spéciale, on a mis étoile. Alors étoile, eh bien ça veut dire que les deux colonnes vont se partager la largeur restante de la fenêtre, à parts égales, puisqu'on a étoile là ici, étoile là ici. Donc, colonne du milieu 5 cm, quelle que soit la taille de la fenêtre, et puis les deux colonnes de chaque côté vont se partager la largeur restante. Ce qui veut dire que si l'utilisateur réduit la largeur de la fenêtre, eh bien la largeur de ces deux colonnes va se réduire automatiquement pour prendre la largeur restante. Donc vous voyez, on commence à voir du redimensionnement automatique. La largeur de ces deux colonnes va bouger et varier en fonction de la largeur de la fenêtre. Pour les lignes, alors vous voyez, ligne, la hauteur de la première ligne est égale à 70. Quand il n'y a pas d'unité, c'est en pixels. Donc là, on a une première ligne avec une hauteur fixe de 70 pixels. Et puis, les deux lignes suivantes, alors on retrouve à nouveau étoile. Sauf que là, les proportions sont différentes. Étoile, 2 étoiles. Ça veut dire que ces deux lignes-là vont se partager la hauteur restante, mais dans un rapport de 1 tiers, 2 tiers. Ça veut dire que cette ligne-là sera 2 fois plus haute que cette ligne-là. Une étoile, 2 étoiles. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo si vous n'avez pas tout compris et à refaire un retour en arrière. Donc, voilà pour la hauteur de nos lignes. Qu'est-ce que ça donne en visuel? Donc, on insiste sur le fait que WPF autorise le redimensionnement automatique des lignes et des colonnes d'une grille. Et puis, une fois qu'on a défini notre grille, eh bien, on va placer des composants en disant dans quelle case on les met. Donc là, vous voyez, je place dans mon interface un composant de type bouton à cliquer et à chaque fois, je vais dire dans quelle colonne et dans quelle ligne je place le contrôle graphique, c'est-à-dire dans quelle case de la grille. Donc là, mon bouton, je la mets dans la première colonne. Les colonnes sont numérotées à partir de 0. Et je la mets dans la première ligne. Les lignes sont numérotées à partir de 0. Donc j'insiste, une fois qu'on a créé la grille, eh bien on met des contrôles graphiques en disant dans quelle case on les place. Alors voici un exemple de rendu final. Donc là j'ai placé dans ma grille, dans chaque case de ma grille, des boutons à cliquer et j'ai demandé à ce que les boutons à cliquer prennent tout l'espace disponible de leur case. Alors vous voyez là on a bien la deuxième colonne qui fait 5 cm de large et puis la première et la troisième colonne prennent la largeur restante à largeur identique. Donc vous voyez la largeur de ça est égale à la largeur de ça. Et si l'utilisateur varie la largeur de la fenêtre, eh bien la largeur de cette colonne-là et de celle-là variera en même temps. Au niveau des lignes, donc hauteur de la première ligne là ici 70 pixels, et puis les lignes suivantes eh bien, se partagent la hauteur disponible à raison de 1 tiers, 2 tiers. Donc vous voyez cette ligne-là est 2 fois plus haute que cette ligne-là. Quatrième point, positionnement des composants. Alors en effet, un des points forts de WPF, c'est que les composants se placent automatiquement dans leur case. C'est-à-dire qu'en WPF, on ne va jamais positionner un contrôle graphique avec des coordonnées en dur. Par exemple, on ne va jamais dire ce bouton-là, je le place à l'abscisse 250 et à l'ordonnée 340. Non, on va lui demander par exemple de se centrer ou de se caler à gauche ou de se caler en bas. Donc ceci est fait à travers deux propriétés qui s'appellent Horizontal Alignment et Vertical Alignment. Et on a toutes ces valeurs possibles qui permettent donc de caler un contrôle graphique en haut de sa case, propriété top, ou en bas de sa case, à gauche de sa case ou à droite de sa case, de centrer dans sa case, ou alors stretch, ça permet d'étirer le composant pour qu'il prenne toute la largeur ou toute la hauteur de la case. Alors, un petit exemple. Là, vous voyez, j'ai défini une grille à 4 cases, 2 lignes, 2 colonnes, hauteur identique, largeur identique. Et puis là, j'ai positionné un bouton dans la colonne numéro 0
est dans la ligne numéro 1, autrement dit première colonne, deuxième ligne. Et voyez que j'ai demandé à mon bouton de s'aligner à gauche horizontalement et en haut verticalement. Conclusion, mon bouton est calé en haut à gauche. Et si je redimensionne la fenêtre, eh bien mon bouton sera toujours collé en haut à gauche. Donc vous voyez, mon bouton va se déplacer automatiquement pour toujours être positionné dans le coin gauche de sa case. Autre exemple, maintenant je demande à mon bouton horizontalement de se caler à droite. Donc vous voyez, il s'est calé à droite de sa case. Par contre, verticalement, je lui demande de se centrer. Donc vous voyez, en hauteur, il s'est centré. Et toujours pareil, si je modifie la hauteur de l'interface, eh bien mon bouton va se déplacer tout seul comme un grand pour à tout instant être centré. Autre possibilité, autre exemple, j'ai demandé à mon bouton verticalement de se centrer. Donc vous voyez, en hauteur, il est centré. Et là, attention, horizontalement, je lui ai demandé de s'étirer. Propriété stretch. Donc vous voyez, mon bouton prend toute la largeur disponible, toute la largeur au niveau horizontal. Et donc, si par exemple j'agrandis la largeur de la fenêtre, eh bien mon bouton va s'agrandir aussi pour un tout instant occuper toute la largeur de la fenêtre. Alors vous voyez là ici, au niveau de la largeur, j'ai mis auto. Alors en effet, là ici on ne peut plus mettre une largeur en dur, sinon il y aurait contradiction. Si je mets là ici width égale 100 et horizontal alignment égale stretch, ça n'a pas de sens, puisque je dis à la fois à mon bouton ta largeur est de 100 pixels et je lui dis d'autre part, en largeur tu t'étires. Donc je ne peux pas à la fois lui donner une largeur en dur et lui demander de s'étirer, c'est contradictoire. Donc pour que la largeur d'un composant puisse se modifier toute seule, eh bien il faut mettre la valeur auto et non pas une largeur en dur. Donc j'insiste, pas de positionnement absolu. Il faut toujours positionner un contrôle graphique en le centrant, en l'alignant à gauche, à droite, mais jamais avec des coordonnées en dur. Dernier point, c'est l'un des points forts de WPF, l'imbrication de composants. Alors en effet, alors ça c'est un exemple tout bête. Vous voyez que à l'intérieur d'un bouton à cliquer, eh bien j'ai mis un autre composant WPF qui est une image. Donc vous voyez, à l'intérieur d'un contrôle graphique de type bouton, j'ai mis un autre contrôle graphique de type image. Par exemple, avec le Windows Form, ça n'est pas possible. En WPF, c'est très simple. Autre exemple, donc là ici, j'ai créé un bouton à cliquer que j'ai mis dans la deuxième colonne et la première ligne. Et puis, à l'intérieur de ce bouton, eh bien, j'ai mis un composant de type rectangle. Par défaut, un bouton à cliquer, son seul contenu, c'est un libellé de type texte. Mais là, vous voyez, j'ai remplacé ce contenu par défaut de type texte par un petit carré. Un petit carré de 15 pixels de large et de 15 pixels de haut, rempli en bleu. Tout fil en anglais, remplir. Et vous voyez que j'ai bien la balise button/button, début de la déclaration du bouton, fin de la déclaration du bouton. Et ce que je mets entre les deux, c'est considéré comme faisant partie du bouton. Alors, le problème, c'est que on a toujours la limite que un contrôle WPF ne peut contenir qu'un seul autre contrôle WPF. Là, vous voyez, on a un bouton qui contient un carré. Est-ce que je peux faire que mon bouton contienne à la fois un carré et à la fois du texte? Eh bien oui, c'est possible en utilisant un composant bien particulier qui s'appelle StackPanel. StackPanel, c'est un conteneur. Conteneur qui peut contenir, lui, un nombre quelconque de composants WPF. Un petit exemple sur l'utilisation de ce conteneur. Là, vous voyez, je veux faire un bouton qui contienne à la fois une image et du texte. Par défaut, ça n'est pas possible, puisqu'un contrôle WPF ne peut contenir qu'un seul autre contrôle WPF. Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire avec le StackPanel. Donc là, vous voyez, mon bouton ne contient bien qu'un seul contenu, c'est un StackPanel. Mais lui, le StackPanel,
il peut contenir un nombre quelconque de composants avec du placement automatique. Donc là, vous voyez, dans mon stack panel, j'ai mis un composant de type image, introduit par la balise image, c'est ça. Et puis un composant de type texte, introduit par la balise text block, c'est ça là ici. Et par défaut, les composants que je mets dans un stack panel s'empilent les uns au-dessus des autres. Donc là, vous voyez, mon image est au-dessus de mon text block bouton. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les stack panels. Donc composants très utiles, comme on le verra lors des TD. Voilà, ceci met fin à ce diaporama. J'espère que, comme on dit dans le jargon, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Et puis, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.